Ça fait 3 ans, on galère, on n'a pas fait 1 euro. Il m'avait rejoint parce que c'était quand même moi l'entrepreneur des deux à la base. Donc je lui dis, mais en fait, tu vois, je suis en train de fail notre association, quoi. Ça fait 3 ans que je t'ai embarqué là-dedans, on n'y arrive pas. Donc est-ce que tu vas refaire un dernier essai? Il me dit oui. Et on s'est dit, bah tu sais quoi, on va refaire ça à notre sauce et dans 15 jours, il faut que ça sorte. Et donc on a fait un Typeform, un WhatsApp et un lien Stripe. Et on est parti avec cette idée de se dire, on va matcher des gens, ils vont payer 5 euros. On a quitté le low-code en octobre dernier, au moment où on faisait 1 million de chiffre d'affaires par mois. Donc on a réussi à passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires par mois avec du low-code. Frankenstein, bootstrappé avec des bouts de code dans tous les sens. Ton équipe produit, si elle ne travaille pas correctement avec ton équipe ingé, bah c'est mort en fait. D'un côté, tu peux t'en retrouver avec un backlog de features qui s'empile et il ne se passe rien, ou de l'autre côté, les ingés ils pètent un câble parce qu'en fait, ils refont des trucs en permanence parce que les specs sont pas bien faits. Donc en fait, si tu veux développer la vélocité de ce que tu es capable de faire, je pense que c'est vraiment mettre les deux dans une salle. Salut Maxime. Salut. Il commence en rigolant le podcast, ça s'annonce pas mal. Je suis très content d'être là, c'est pour ça. J'allais te poser la question, c'est déjà fait. Maxime, tu es le cofondateur et CEO de TimeLeft, comme je l'ai dit en intro. Tu nous racontes un peu ce que c'est ? En 2 mots, c'est très simple. On rassemble des gens tous les soirs dans plein de villes à travers le monde pour qu'ils aient des moments de connexion humaine dans un monde qui sombre dans la solitude. On s'est dit que c'était une bonne chose à faire. Pas mal, tu nous le dis en 30 secondes, mais il s'est passé quand même 3 ans un peu de galère avant ça, alors comme beaucoup d'entrepreneurs. Toi, tu l'as vécu vraiment à fond parce que globalement, tu n'étais pas loin d'arrêter de ce que je comprends, d'un point de vue financier, temps et juste énergie aussi. Je suis chaud qu'on parte un petit peu sur cette backstory, un peu le début. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les idées que tu testes? Et que tu nous racontes un peu tes constats à chaque fois. Ouais. C'est vrai, ce qu'on dit, c'est souvent ce qui tue les business, c'est 2 choses. Hein. C'est un problème de motivation, un problème d'argent. Et généralement, c'est l'argent qui manque qui tue les business. Et nous, on était à court de cash en 2023. Je vais te raconter les 3 premières années. Ouais. On pense souvent que le succès arrive vite, mais des fois, il y a quand même une longue histoire derrière. On a fait 3 ans, on a essayé de connecter les gens au tout démarrage. C'était en plein Covid. La première idée, d'où le nom. D'ailleurs, c'est pour ceux qui le savent pas, mais TimeLeft, ça vient de la première idée qui était de connecter les gens qui avaient les mêmes rêves. What do you want to do with the time you got left? Time left. On lance ça en 2020. Super accueil. Les gens disaient c'est génial. Ils sont confinés chez eux, donc un outil pour apprendre à rêver, ça les a fait rêver. Et on s'est vite rendu compte qu'à part rêver, ça allait pas aller très loin. On matchait des gens qui avaient les mêmes rêves, sauf qu'une fois que je te matchais à quelqu'un qui avait le même rêve que toi, t'avais pas grand chose à lui dire. C'était une app? Ouais, c'était une app. Tu swipais des rêves, donc c'était comme une app de dating, sauf qu'au lieu de swiper des gens, tu swipais des rêves. Okay. Et Max, aujourd'hui, on t'a trouvé quelqu'un qui veut aussi faire le marathon de New York. Voilà, parlez-vous. Toi, t'es à Paris, lui, il est à New York. Bon, il y a peu de chances qu'on fasse le marathon ensemble. Ça a été assez compliqué. En gros, on avait des super coups d'acquisition, mais une fois que les gens étaient dans l'app, il n'y avait pas d'engagement. Et puis au bout de 2-3 mois, on s'est rendu compte que même moi, j'utilisais pas ma propre app. Donc je me suis dit, bon là, il y a un problème. On pivote, on se dit, bon, si les rêves, c'est trop grand, on va essayer de connecter les gens avec des choses à faire en ville. Tu vois, ça va être plus facile. Au lieu d'avoir un mec à l'autre bout du monde qui veut faire un truc incroyable, tu vas essayer de trouver un inconnu pour essayer de faire quelque chose. Donc tu choisissais une activité dans la ville et tu choisissais quelqu'un dans l'app, hommes et femmes. Et là, on a vu ce qui se passait du côté de l'utilisation de l'app, et on s'est rendu compte d'un truc assez marrant, classique, c'est que en fait, les hommes, ils utilisaient la même expérience pour essayer de voir toutes les filles de la ville, et que les filles, elles essayaient plutôt de choisir l'expérience pour trouver l'homme. Et donc, ça ressemblait à une app de dating. Et moi, je suis un peu anti-app de dating, et je me suis dit, on va pas refaire une nouvelle app de dating, il y en a déjà plein. Et on s'est dit, comment on va casser ça? On va dire, si c'est le fait d'être à deux fait cette sensation de dating, on va faire des groupes. Et là, on essaie de lancer une app où tu connectes des groupes d'inconnus pour faire des trucs. Alors, il y a du yoga, des cours de cuisine, des runs le dimanche, peu importe, il y avait plein de trucs. Et là, on s'est rendu compte d'un problème qui était que le network effect, c'est que c'était très, très dur de trouver des gens qui voulaient faire la même chose au même endroit, au même moment. Et en 2023, en mai, il y a 2 ans, on s'est dit, allez, on va essayer de trouver un truc que tout le monde sait faire. Et on va forcer les gens à le faire en même temps. Et donc, on a lancé ce concept de faire des dîners entre inconnus tous les mercredis soirs. Bon, là, tu l'as fait en résumé. À chaque fois, tu refais une app différente, parce que c'est le même nom, ça n'a pas bougé. Tu relances une nouvelle app? Comment ça se passe? Ou c'est... Ouais, le nom, je le garde parce qu'il est déjà tatoué sur mes avant-bras. Donc, merde. Donc, on va essayer de le garder. Alors, j'ai pas marqué le nom de TimeLeft pour ceux qui ont que le son. C'est juste que je fais un point à chacun de mes anniversaires, et sur mes avant-bras, on voit le temps qui passe. Ça vient un peu là, l'idée de TimeLeft. Ça, c'est pour la petite blague. Non, en fait, au début, de toute façon, tu veux tester. Donc, on commençait à avoir, 2 ou 3 000 abonnés sur Insta. On avait une petite base d'emails de gens qui avaient testé les numéros 1, 2. Donc, en fait, à chaque fois, tu relances et tu repars de ce truc-là. On a pensé pendant un moment à changer de nom. Mais moi, ma conviction, c'est que c'est ton produit qui fait ton nom et c'est pas ton nom qui fait ton produit. Ok, intéressant. Je pense que vous changerez jamais de nom de boîte. En fait. TimeLeft a été beaucoup critiqué au début. Ah ouais. Ouais, c'est un peu néfaste, c'est négatif. Ça veut dire quoi, le temps qui reste? Est-ce qu'on va mourir?
et tout. Bon, à la base, ça vient un peu de là, mais quand on a lancé aux US, il y a des femmes qui pensaient que c'était anti-femme, que le temps qui reste, on est périmé sur le marché de la rencontre et tout. Donc non, le nom a joué. Et maintenant, le nom est assez unique en soi et tout va bien. Et ouais, on a recommencé à zéro à chaque fois. Ouais. On a changé d'équipe. Enfin, changer d'équipe, on avait 2 devs à chaque fois sur chaque idée. Différents. Ouais. Donc, t'as fait la première idée. J'ai fait la première idée avec 2 devs. Et je me suis dit, le problème, c'est pas moi, c'est eux. Donc, j'ai viré les devs. On a refait le deuxième projet avec 2 autres devs et moi et Adrien. Ça n'a pas marché. Là, je me suis dit, c'est peut-être pas que les devs le problème, c'est peut-être que, en fait, l'idée fait pas sens, quoi. Et la troisième idée aussi, c'est pareil, on avait pris une équipe technique avec des devs en Ukraine, un peu offshore. On a essayé de se dire, OK, on va faire un truc un peu solide. D'ailleurs, ça, c'est un des learnings que je veux bien partager avec plaisir, c'est que ça sert à avoir. Enfin, c'est pas parce que ton app marche pas. Pour que ton app marche, t'es pas obligé d'avoir un truc très compliqué et très complexe. Et en mai 2023, justement, quand on s'est dit, allez, la dernière chance, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut surtout pas? Et on s'est dit, on veut pas de tech. Il faut que les gens y payent et il faut qu'on puisse faire tout nous-mêmes. Adrien et moi, avec nos petits bras et nos compétences, il faut qu'on puisse maîtriser le produit de A à Z. C'est ça qui a donné le succès au démarrage, je pense. Ok, et donc là, il se passe 3 ans en tout. 3 ans, ouais. Donc à chaque fois, tu as plein d'apprentissages. Tu te dis, typiquement là sur l'équipe, ça c'était un des premiers learnings. C'est marrant parce que tu dis, sur la première version, c'est la faute des devs, c'est pas moi. A posteriori, maintenant, tu vois que c'est l'idée qui prend pas. Ouais, c'est l'idée. Mais avant, j'avais fait du média, je faisais de la vidéo et du contenu. Et donc, c'est un truc que je savais faire. Je savais faire un peu de Photoshop, un peu d'Adobe Premiere. Je comprenais. Là, on était parti sur une app B2C, un truc de très consumer. Et c'est la première fois que je fais vraiment du consumer tech. Et je parlais pas le langage. Je comprenais pas ce que c'était un dev. Quand je parlais au CTO, on s'embrouillait la plupart du temps parce qu'il me disait ça sort dans un mois et ça sortait jamais dans un mois. Et donc, j'ai appris que il faut faire du produit, il faut faire de la tech, que les deux ils doivent se parler, que c'est pas que la faute de la tech, quoi. Et j'étais convaincu que sans une app tech robuste, compliquée, en fait, ça marcherait pas. Et donc, je pense que c'est une erreur assez classique, que j'ai d'ailleurs refait plusieurs fois, c'est que tu as une idée simple et au moment où ça sort, elle est devenue très compliquée, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous refaire vivre un petit peu le début de TimeLeft, justement, donc la transition entre la dernière idée testée et TimeLeft, et puis les débuts avec les premiers signaux de succès, etc. Le premier truc qui a été assez dingue, c'est que je m'en souviens, donc j'ai dit à mes devs de l'époque, c'était en 2023, donc j'ai dit il faut absolument que ça sorte le 1er mars. Si le 1er mars ça sort pas, je vire tout le monde, on arrête, j'en ai marre. Waouh. Ça sort le 10 mars, j'étais un peu plus flexible. Et le 10 mars ça sort, et là je teste l'app et je me dis mais ça a aucun sens ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, ça marchera pas, quoi. Et je dis autant on arrête. On arrête. Et c'était le 15 mars. Et là je dis à Adrien, je lui dis est-ce que tu veux qu'on continue à bosser ensemble, parce que ça fait 3 ans. Ton cofondateur. Mon cofondateur, ça fait 3 ans, on galère, on n'a pas fait 1 euro. Il m'avait rejoint parce que c'était quand même moi l'entrepreneur des deux à la base. Donc je lui dis mais en fait, tu vois, je suis en train de fail notre association, quoi. Tu vois, ça fait 3 ans que je t'ai embarqué là-dedans, on n'y arrive pas. Donc est-ce que tu veux refaire un dernier essai? Il me dit oui. Et on s'est dit tu sais quoi, on va refaire ça à notre sauce et dans 15 jours il faut que ça sorte. Et on s'est dit, s'il faut que ça sorte dans 15 jours, il faut que ça soit très simple. Et donc, on a fait un Typeform, un WhatsApp et un lien Stripe. Et on est parti avec cette idée de se dire, on va matcher des gens, ils vont payer 5 euros. Pourquoi 15 jours? C'est hyper ambitieux. Parce qu'en fait, je m'étais dit, sur les 3 dernières années, on avait toujours fait des sapins de Noël. C'est-à-dire, on s'est dit, c'est une idée simple. Ah oui, mais il faut qu'il y ait ça, Ah non, ça peut pas sortir s'il n'y a pas le chat, s'il n'y a pas cette fonctionnalité, s'il n'y a pas ce truc-là. Et en fait, on rajoutait des choses en permanence. Et là, je me suis dit, en fait, on va faire l'inverse. On va dire, on n'a que 15 jours pour sortir. J'avais lu un bouquin qui s'appelait Le Prototype et il disait, comment tu peux sortir ton idée demain avec 100 euros. Ça ne sera pas l'idée de tes rêves, ça ne sera pas l'idée comme tu la conçois, mais au moins demain, tu testes. Et on s'est dit, en 15 jours, on va devoir faire très simple. Et on a fait très, très simple. Une landing page, un test de personnalité qu'on a customisé sur Typeform. À la fin, il y avait un lien. Tu cliques, tu arrives sur Stripe, tu payes. Et moi, d'ailleurs, je faisais tout à la main. Je prenais les gens, je les matchais moi-même, je faisais tout le WhatsApp, toute la communication. Et on est parti comme ça. On a fait 25 x 5, on a fait 125 euros de chiffre d'affaires la première semaine. C'est déjà bien. Non mais attends, tu rigoles parce que le premier paiement, je te jure, on l'a fêté dans les bureaux, quoi. Il y avait marqué 5 euros, on s'est dit mais on vend un truc. Enfin, c'était des ads, excuse-moi, c'était des ads des ads à Lisbonne. On vivait à Lisbonne à l'époque et on avait 3 ou 4 000 abonnés sur Insta. Moi, j'étais un peu connu dans la ville et on a fait 2-3 ads. Et tu vois, dans la journée, on a vu, boum, 5 euros. Puis boum, 5 euros. On s'est dit... Pas des amis à toi, des gens que tu connaissais pas. Non, des gens qu'on connaissait pas. Et on se dit, mais 5 euros. En fait, c'est pas le 5 euros qui était... c'est pas la somme en soi, c'est le fait qu'on arrive à vendre quelque chose. Tu vois, de se dire, mais en fait, waouh, 3 ans sans gagner 1 euro, là, ça y est, on vend un truc à 5 euros. Et on fait le premier dîner, et je pense que c'est ça qui nous a dit, en fait, on tient un truc, c'est que Adrien, il est parti à une table, moi, je suis parti dans une autre table. Et l'expérience, elle était incroyable.
stressé, tu vois des gens que tu connais pas. Enfin, là, maintenant, on en rigole, mais il y a 2 ans, ça n'existait pas de faire des dîners avec des inconnus. Tu vois, d'arriver dans un restaurant où tu n'as pas réservé, tu sais pas, tu t'assois et tu as 5 personnes qui viennent te rencontrer. C'était assez bizarre, quoi. Et tout le monde rigole. J'appelle Adrien, je dis arrête-toi. Il me dit oh, c'était génial, j'adore et tout. Je dis bon, ok, bah, vas-y, on recommence la semaine prochaine. Et les 25, c'était 35. Et c'est cette phrase que j'aime beaucoup d'un de mes VC qui m'a dit tu verras, quand tu commences à trouver ton market fit, tout devient facile. Tout devient plus facile. Les gens comprennent mieux ce que tu fais, les ads, ça marche mieux, les gens, ils reviennent. Les planètes s'alignent, quoi. Payent. Ouais, il se passe un truc. Alors que l'idée d'avant, tout était compliqué, quoi. Des fois, je pitchais, les gens, ils disaient, je comprends pas, c'est un groupe, c'est pas un groupe. Et là, c'était très simple. Tu fais un test de personnalité, tu bookes ta place, tu as 5 personnes pour dîner. Tu vois, et ça marche. Et on a scale le truc tranquillement. Ça, c'est 15 jours. Ça, c'est 15 jours, on a les premiers résultats. Ouais. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'on s'est dit, dès le début, on va faire ça toutes les semaines. Comme ça, on va raccourcir la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire, toutes les semaines, on fait des dîners, toutes les semaines, on apprend. Et donc, sur les premiers mois, on fait ça. On arrive à 100, 150 personnes qui dînent ensemble tous les mercredis. Et là, on commence à ouvrir Paris. Donc, on avait une personne qui gérait Londres et une personne qui gérait Paris. Et là, on s'est rendu compte que la vraie difficulté de notre business, ça allait pas être l'app, ça allait être le back-office. Ça allait être comment on gère tous ces restaurants, toutes ces invitations, tous ces groupes, etc. Et donc, là, on a commencé à faire du low-code. OK. Voilà, pendant 1 an. Et pour ceux qui nous écoutent, moi, je me disais, le low-code, jusqu'où ça peut tenir ? Ça peut tenir très, très loin. Costaud, ouais. Ouais, on a quitté le low-code en octobre dernier. Au moment où on faisait 1 million de chiffre d'affaires par mois. Donc, on a réussi à passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires par mois avec du low-code Frankenstein, bootstrappé avec des bouts de code dans tous les sens. Le code, c'est quoi C'était Bubble et Flutterflow. OK. Ouais, que je trouve très bien. Maintenant, il y a Lovable et je pense qu'on est sur un autre style encore plus efficient, mais c'était vraiment simple, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me disais, ça serait bien qu'on ait le Google Connect. Et mon dev, il me dit, ça va prendre 3 semaines. Là, tu as le module Google Connect, tu le cliques, tu le drag and drop et tu le mets dans le truc. Ouais. Après, c'était compliqué quand tu veux vraiment customiser. Puis on avait des volumes d'argent qui fait que là, il fallait se passer à autre chose. OK. Et vous bookiez vous-même, vous l'équipe, les restaurants, etc. Ouais. Do things who don't scale at first. Et on a vraiment tout fait à la main. Tout à la main. Les bookings. Pendant les 6 premiers mois, avec mon scooter, tous les midis, j'allais déposer des jeux de cartes dans les restaurants. J'allais voir les restaurateurs. Tous les mercredis midi, je partais à 11h, je finissais à 14h. Des fois, j'arrivais pas le temps de tous les faire. Donc avant le dîner, je prenais mes... Non, franchement, c'était manuel de ouf. C'est incroyable. Pourquoi des jeux de cartes ? Parce qu'au début, on pensait que les inconnus entre eux n'auraient rien à se dire. Et on s'est dit, comment on va essayer de les protéger ? On va essayer de mettre des jeux de cartes avec des questions. Donc, c'est pas un jeu de cartes poker, hein, c'était des jeux, des questions prédéfinies. C'est un icebreaker. En fait. Un icebreaker, ouais. On a mis ça. Et la petite anecdote que je raconte, le point de transition de Timeleft, c'est qu'en fin 2023, on a 2 villes et je suis fatigué de faire le scooter. Enfin, je me dis, s'il faut un mec avec scooter dans toutes les villes, on va jamais y arriver, quoi. Et en décembre 2023, on fait 20 000 € de chiffre d'affaires. Mais salaire, ads et tout, on devait dépenser, 30 000. Donc en fait, on perd 10 000, il reste 70 000 sur le compte. Je me dis, dans 7 mois, on est mort, quoi. Donc c'est pas une mort rapide, c'est une mort lente. Donc je me dis, il faut qu'on change ça. Mais je comprenais pas comment on allait ouvrir d'autres villes, tu vois. Et je me dis, si on ouvre d'autres villes, ça va être la même. On va avoir plus de coûts, ça va pas le faire. Et là, je dis, tant pis, vas-y, ouvrons Barcelone. Et je dis, Adrien, vas-y, fais des ads à Barcelone en espagnol. Voyons voir si on arrive à faire des trucs. Et donc on fait des ads et on attend 1 semaine. Et puis là, on a 20 ou 30 personnes qui bookent le dîner. Bon, allez, on les envoie dans un restaurant, mais on n'est pas à Barcelone. Donc j'ai dit, on va les sacrifier, c'est pareil, ils vont aller au dîner tout seuls et on verra ce qui se passe. Et donc j'appelle le restaurateur, je dis, est-ce que vous pouvez mettre une table 1, une table 2, please, dites-leur bien d'aller à gauche et d'aller à droite, tu vois. Le mec, je comprends pas ton concept, whatever. On fait le dîner, et c'est moi qui gère le WhatsApp à cette époque. J'ai un WhatsApp business, donc c'est moi qui fais le customer support. Il se passe rien. Donc le lendemain, je dis, ok, bon. J'appelle le restaurateur, je fais, mais ça va, ils ont trouvé table 1, table 2 ? Et le mec, il me dit, oui, ils sont pas cons. Enfin, tu vois, ils sont pas cons, les gens. Et j'ai appelé les gens qui avaient fait le dîner. Je fais, mais ça va, sans les questions, vous avez réussi à échanger, à parler ? Ouais, on n'est pas cons, en fait. Et genre, ce moment-là, ça a été le haha moment de Timeleft. Et j'ai dit, c'est quoi, Adrien, let's go. Vas-y, fais des ads à Madrid, fais des ads à Sao Paulo. Et en fait, pendant 1 an, on a ouvert une ville tous les jours. Et on s'est rendu compte que les gens étaient moins cons qu'on le pensait. C'est incroyable. En fait, tu n'as même plus besoin d'aller au restaurant, déjà pour indiquer la table, mais aussi pour placer des icebreakers. Il n'y en avait plus du tout, en fait. Il n'y avait plus rien. En fait, dans l'app, le seul truc qu'on a changé, c'est qu'au moment où tu bookais, on te disait tu es table 1 et tu es table 2. Et à l'époque, on bookait toujours 2 tables de 6 par restaurant. Et on disait au restaurateur, s'il vous plaît, il y en a une, ça sera la table 1 et la table 2. Et des fois, même les restaurateurs, ils oubliaient ça. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, la personne arrive et la première chose qu'elle dit, elle dit, est-ce que c'est la table 1 ? Non, la table 1, c'est celle-là. Ah, ok, merci. Et tu vois, et ça a été assez dingue de se rendre compte qu'au début, tu peux penser de savoir ce dont les gens ont besoin. Et en réalité, tu peux te tromper grave.
C'est ouf. Si on reprend les étapes un petit peu, et on a quasiment fini cette partie story avant d'aller sur les autres questions. Donc, c'est avril 2023 où vous commencez à vous lancer dans ce défi de 15 jours, c'est ça? Vous avez 15 jours. Tu dis que vous faites vos premiers revenus, c'est quelques centaines d'euros, une centaine d'euros. Ouais, une centaine d'euros. Tu me dis décembre 2023, 20 000 euros de chiffre mensuel, c'est ça? Ouais, on est 4. Donc, ça grossit quand même vite. Tu m'as parlé d'un jalon d'1 million de revenus. C'était quand, ça, le million de revenus? En octobre. On a pris 1 million d'ARR tous les mois sur les 16 premiers mois. Donc, octobre 2024. 10 mois après, ouais. Un truc comme ça. Ok. Là, aujourd'hui, TimeLeft, t'en es où, si tu peux communiquer les chiffres? On approche les 17-18 millions d'ARR. Ok, donc là, on est... 2 ans après. C'était 1 million en octobre 2024, on est, octobre 2025, ça fera 1 an dans un mois, quoi. Ouais, ça a bien marché. Ça a bien marché parce que c'est la beauté du modèle, je pense, qui est, extrêmement scalable. Ouais. Parce que, en fait, nous, on est un business de mise en relation. On n'est pas un business de restaurant ou de bouffe. Les gens, ils pensent qu'on est le plus gros booker de la planète. Maintenant, on book des 15 000 restaurants par soir. Mais nous, les gens nous payent pour la mise en relation et après, c'est le restaurant qui fait l'expérience. Et donc, nous, on s'est appuyé sur les restaurateurs, en fait, quelque part. On leur demande rien, on leur prend pas d'argent, ils sont très contents. Donc, c'est ça qui nous a permis de scaler. Et donc, quand on a ouvert, je sais pas, Tokyo ou Bogota ou Los Angeles, on l'a fait à distance parce que les restaurants, ils sont visibles, ils sont sur Google Review. Donc, non, ça a été assez simple. Quel autre mythe t'as débunk dans cette phase-là? On va parler d'autres choses après, sans doute. Mais dans cette phase de, je dirais, pré-product market fit, je sais même pas à quel moment on peut mettre le PMF. En fait, là, tu l'as eu assez tôt, en fait, réellement. Une fois que tu as décidé d'aller sur ce modèle-là, ça a été quasiment soudain, j'ai l'impression, en quelques mois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as dans cette phase de pivot et de lancement que tu as? Ouais. Il y en a un qui s'est avéré vrai, c'est quand tu lances les États-Unis, tu changes de catégorie. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. J'avais pas conscience à quel point ça l'était, mais ça l'est. C'est vraiment la Champions League, il n'y a pas photo. Ouais. À 2 niveaux, je pense. Le premier, c'est que en termes de marché, c'est colossal. Tu fais une campagne de pub, tu peux toucher 300 millions de personnes, donc c'est assez dingue. On oublie ça, mais l'Europe est un énorme marché. Mais là, maintenant, on est staffé, mais tu fais des ads en italien, en espagnol, en portugais. Enfin, tu vois, il y a une vraie complication culturelle et de langue. Et l'autre chose, c'est quand tu ouvres les US pour les VC, et c'est pas la même, quoi. Ça, c'était le premier truc, le mythe que j'ai pas débugué, mais que j'ai validé, en tout cas. Et le deuxième, par contre, que j'ai débugué, c'était oui, il faut absolument que tu aies des gens sur place aux US pour lancer les US. Je pense qu'en B2C, t'as pas besoin. Là, on a 4-5 personnes aux US qui font la gestion des restaurants. Mais au début, j'ai voulu créer une boîte là-bas, j'ai embauché des gens là-bas, et je me suis dit, il faut absolument, le marché américain, oh là là, il fait peur, il faut absolument des gens qui soient là-bas. Mais non, je pense qu'il n'y a pas besoin. On reparlera d'international juste après, si tu veux. Qu'est-ce que tu aurais fait autrement, à nouveau, dans cette phase de début? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment, soit à nouveau quand tu testes toutes ces idées et que tu pivotes, soit au tout début de TimeLeft? Le premier truc qui me vient en tête, c'est que je ferai rien de différent parce que je suis très bien où je suis là maintenant et je voudrais pas changer, mais je me dis, je pense que on n'aurait pas dû ouvrir tant de villes que ça. On avait une folie des grandeurs l'année dernière, donc on a ouvert 325 villes. On a essayé d'ouvrir toutes les villes possibles et inimaginables. En un an. Donc une ville par jour. Et ce qui nous a donné une exposition incroyable. Donc ça, c'était cool. Mais il faut un budget colossal, en fait, pour soutenir autant de villes. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est une petite start-up avec des problématiques de grands groupes. C'est que, oui, on a des moyens. Oui, maintenant, on est une centaine de salariés. Mais tu peux pas tout faire, quoi. Donc là, on a réduit le nombre de villes dans lesquelles on est. Ok, hyper intéressant. À chaque fois, l'ouverture de ville se fait par des ads. Que des ads. Et même plus quelqu'un sur place, du coup? Non, parce qu'au début, on avait une personne qui gérait une ville. Et après, on s'est rendu compte que le cœur de métier de TimeLeft, c'est notre back-office, c'est notre capacité à gérer ce qui se passe dans la vraie vie. Parce qu'en fait, l'app, elle est très simple. Tu vas dans l'app, tu fais ton test, tu bookes. Bon, là, on commence à l'améliorer un peu. Mais la vraie difficulté, c'est les ops. Donc, on a créé notre propre back-office propriétaire. Et une personne pouvait gérer une ville. Ensuite, une personne pouvait gérer un pays. Et maintenant, une personne gère plusieurs pays. Et donc, si demain, là, on a ouvert l'Inde il y a 3-4 mois. Et c'est quelqu'un qui est à Tokyo qui a géré ça, quoi. Intéressant. Tu disais un petit peu plus tôt que à 1 million de revenus, vous vous êtes dit, on va stopper le low-code et on va passer par de la techno en propre. C'était quoi les signaux qui t'ont fait te dire? Est-ce que c'était un jalon psychologique de dire, 1 million, on stoppe? Ou est-ce que vraiment, tu vois, techniquement, il y a des signes qui te faisaient te dire, ouais, bon, là, ça pète de partout, il faut absolument qu'on commence à développer? C'est la phrase, il y a une phrase qui m'a dit, là, il faut qu'on change. C'est quand mon CTO, il m'a dit, je suis désolé, mais je peux plus toucher à rien. Si je touche à un truc, il y a tout qui pète. Qui est-ce qui t'a dit ça, Adrien? Mon CTO à l'époque, il me dit, je suis désolé, mais là, il y a tellement de trucs patchés dans tous les sens que
c'est un Jenga, quoi. Je pense que si je touche un truc et qu'on fait une nouvelle feature, je pense qu'il y a tout qui saute. T'avais des trucs qui connectaient dans tous les sens, rafistolés avec des bouts de code partout. C'était un enfer. On est en train de le finir, là. On a mis quasiment 8 mois de migration à cleaner la dette technique. Donc, non. Après, c'était bien. Je pense là, tu vois, peut-être qu'un truc qu'on aurait dû faire plus tôt, c'est quitter plutôt le low-code, je pense, quand même. On a attendu un peu trop longtemps. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mine de rien, quand t'as 1000 personnes par soir, c'est pas la même chose que quand on a 30 ou 40 000. Et donc là, on le voit maintenant, des fois, on fait des petits bugs. En fait, tu te prends 500 tickets support parce qu'en fait, t'as du volume maintenant et c'est plus les mêmes ordres de grandeur. Et donc, je pense que faire une migration où tu vois, on aurait peut-être même dû, et c'est ce qu'on s'est dit là maintenant, mais on aurait peut-être dû friser toutes les évolutions produits. On aurait dû les friser pendant 2 mois, dire les gars, pendant 2 mois, on fait rien. On avance comme ça, on fait cette putain de migration et ensuite on accélère. Comme tout CEO, maintenant, moi je veux mes features, il faut que ça avance. Et donc on a fait le truc de maintenir la migration en même temps qu'on faisait les nouvelles features, et donc ça a pris beaucoup plus de temps. Et je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû écouter les sages Techos. C'est dur de savoir quand écouter et quand pas écouter. Hein. Ouais, après, il y a aussi plein d'enjeux, tu vois. On a fait de la croissance en début d'année dernière, mais je pilotais, à la fin, il restait plus que 10 ou 20K sur le compte, parce qu'en fait, on était en forte croissance, donc heureusement, on a levé des fonds. Mais donc, c'est tous ces paramètres, donc il faut quand même scale, parce que tu veux lever des fonds, et donc c'est un mélange de plein de choses. Donc, est-ce que si on l'avait fait différemment, on en serait arrivé à mieux? Je sais pas. En tout cas, cette migration de dette technique, elle nous a bien pompé l'air pendant des mois. Pourquoi tu as souhaité lever des fonds d'ailleurs, vu la croissance, vu le fait que vous pouvez ouvrir des villes par dizaines et dizaines, même si tu dis que ça allait été un peu vite? Quelle est c'est quoi? C'est une vision? C'est une question d'ambition, je pense, surtout. Et ce qu'on a vu l'année dernière aussi, qui était assez bluffant, c'est qu'il y a une vraie primeur à être le premier sur le marché. Je pense que quand tu te pénètres un marché avec un produit innovant, en tout cas original et atypique, tu prends la presse. Mais grave, j'ai fait le calcul, je crois, depuis janvier l'année dernière, donc depuis 16 mois, on a plus de 500 apparitions presse organiques, passages télé, podcasts, etc. Dans le monde entier? Dans le monde entier, mais partout. J'ai fait des passages télé aux États-Unis, au Japon, etc. Et pourquoi? Parce que la solitude est un problème majeur en ce moment. Puis t'as un mec qui débarque, qui s'appelle TimeLeft, c'est le premier à faire ça. Et donc on s'est vu qu'on a vraiment pris la presse dans tous les pays. Et je pense que demain, quelqu'un qui veut se lancer et faire le même concept que nous, il n'aura pas ça. C'est-à-dire que s'il veut avoir la presse, il faudra qu'il soit vraiment différenciant par rapport à ce que nous on était. Et donc l'année dernière, on s'est dit allons le plus vite possible partout. Et donc on a levé des fonds pour vraiment accélérer très très fort et atteindre la taille qu'on a maintenant. C'est quoi l'ambition et la vision de TimeLeft? Quand je vois le nombre de villes, à un moment, tu as l'impression que tu n'auras plus assez de villes sur Terre pour aller chercher... Non, ça va être en plateau. Là, on a réduit le nombre de villes. Là, maintenant, l'objectif, c'est pas d'ouvrir horizontalement, mais c'est d'aller en profondeur dans les villes. D'accord. À Paris, le mercredi, par exemple, on a 1000-1200 personnes. C'est beaucoup, hein. Y a pas de, je critique pas mon propre produit, mais ça reste petit par rapport à la taille de Paris. Je pense qu'on a un potentiel marché qui est incroyable. Le nombre de gens qui se sentent seuls, il est monstrueux. Le nombre de gens qui se sentent seuls, qui sont OK pour aller au restaurant, pour aller rencontrer des gens, ce qu'on appelle le SAM, c'est le marché adressable, il est dingue. Mes parents, 71 ans, ils y vont. Je connais ma cousine qui a 20 ans. La tranche d'âge, elle est incroyable. Le nombre de pays dans lesquels on est, ça marche. Donc je me dis... Il faut aller en profondeur maintenant dans toutes les villes où on est. Ça, c'est l'étape 1. Et l'étape 2, peut-être dans 5 ou 10 ans, c'est de se dire que la solitude, c'est pas qu'un problème des gens qui sont à Paris. Tu vois, on avait essayé Besançon, Grenoble, et on a dû les fermer parce qu'on n'avait pas assez de puissance. Il faut une masse minimale. Une masse minimale. Ouais. Et donc, j'aimerais bien un jour revenir dans ces villes-là, parce qu'en fait, je pense que la solitude, c'est pas qu'un sujet des grandes villes. Est-ce que tu penses pour ces villes de taille moyenne, c'est qu'en fait, avec une marque plus forte, plus grosse, et du bouche à oreille, un peu comme les apps de dating, même si tu n'aimes pas ces apps-là, c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Il y a une vague d'adoption par les grandes villes de base. Ça va beaucoup plus vite parce que les gens se voient beaucoup plus, il y a beaucoup plus de monde, il y a une densité de population plus élevée. Et après, l'effet de notoriété de marque se répand dans les villes de taille moyenne, c'est ça la logique? Il y a une vraie différence, et d'ailleurs, c'est un truc qu'on en parlait la dernière fois. Il y a un mec qui me parlait de MAU et DAU, et je suis nous, à TimeLeft, on ne parle pas de ces métriques-là. Donc il y a aussi une différence, c'est qu'une app de dating comme Tinder, elle peut être partout en France, et toi, tu es dans une ville paumée, tu peux prendre Tinder et tu peux utiliser le service dans le sens où tu peux swiper et avoir ta dopamine. T'es d'accord? C'est ça que ça vend en fait. Ça vend de la dopamine. Tu peux avoir 0 match, c'est pas grave, tu as eu à utiliser le service. Le problème de TimeLeft, c'est que si j'ai pas assez de gens dans ta ville, je ne fais pas de dîner. Et si je fais pas de dîner, tu n'utilises pas le service. Et donc, il y a vraiment un effet minimum réseau que je dois avoir. Et on a essayé des petites villes, et on s'est aussi rendu compte que le problème des petites villes, c'est que les gens, ils se connaissent assez vite. Et donc, tu n'as pas assez aussi de renouveau
Tu vois, parce que les gens, ils veulent de la nouveauté. Ils veulent le voir fond du personnes. modèle, dîner avec des inconnus, marche moins bien. Marche moins bien, ouais. Même si au final, on est en train d'évoluer maintenant, on passe de amis à friends. On est vraiment dans de la friendship maintenant, plus que dans la rencontre d'inconnus. Ouais. Avant, c'était Hello Strangers. Maintenant, c'est Hello Friend. Et je pense qu'on a une nouvelle baseline qui va sortir bientôt. On va vraiment aller sur... C'est pas que de la rencontre inconnue, ça peut aussi de la rencontre avec les gens que tu connais. Ouais. Dans le passage où on parlait de levée de fonds et la réduction du nombre de villes également, sur le test que vous avez fait l'an passé, j'ai l'impression qu'il y a un petit virage stratégique quand même, c'est-à-dire que vous avez préféré conclure qu'en gros, ouvrir de nouvelles villes, ça nécessitait plus de coûts, plus d'ops. C'est plus compliqué. Il y a cet effet de réseau à créer. Puis après, il y a les ops sur place. Ça veut dire les nouveaux restaurants, etc. Donc, c'est plus coûteux. Par contre, développer l'offre sur une même ville, ça vous rapporte du revenu. Ça élargit aussi la marque localement, mais ça ne nécessite pas d'ouvrir plus de restaurants, etc. C'est ça que vous avez fait comme virage ? Le premier effet levier qu'on a vu, c'est que réussir à Paris, c'est une première chose, mais ensuite, une fois que tu as fait ton contenu et tu as ton produit il est en français, tes ads elles sont en français, tu as le contenu qui est déjà là, en fait, c'est très simple de déployer tes campagnes marketing, non pas que sur Paris, mais sur la France entière et sur différentes villes. Donc là, il y a un vrai effet. C'est-à-dire que si demain vous lancez un timeline, je vous recommande de ne pas faire une ville, mais de faire plusieurs villes, parce que vous pouvez maximiser. Après, le problème, c'est une question de budget. Imaginons demain, tu as 100 000 euros de budget et que tu as un pays, tu as un bon budget, tu as 100 000 euros en France. Et encore mieux, si tu es que à Paris et que tu as 100 000 euros, c'est encore mieux. Mais par contre, quand tu as 50 pays et que tu n'as que 1 million de budget, par exemple, par mois, et ça paraît énorme, 1 million de budget. Bah oui, mais si tu t'en donnes un peu à tout le monde, à la fin, il ne reste pas grand-chose. Et si en plus, tu n'as que 50 000 euros sur la France et que tu as 10 villes en France, ça fait que 5 000 euros de budget. Et donc, c'est ce problème-là qu'on a eu, c'est que en fait, on aurait pu continuer à ouvrir encore des villes et à maintenir ces villes-là si on avait eu, je pense, 10 fois plus de budget marketing. Mais bon, après là, tu rentres dans d'autres problèmes parce que quand tu scales trop, il faut maintenir les coûts d'acquisition, etc. Donc, il y a d'autres sujets. Donc, on s'est dit, on se recentre, on garde les villes où, à la limite, on a déjà 50 participants par semaine et le reste, on verra plus tard. Ça, vous avez un peu un playbook maintenant pour piloter les coûts d'une ville, ce que ça vous rapporte et savoir à quel moment vous pouvez en ouvrir d'autres, j'imagine. Ouais. Et... vous avez réduit de combien ? Je ne sais pas si tu communiques. On avait 325 villes au plus haut et on est descendu à 215 ou 220 villes maintenant. Pour gérer cette traîne d'ouverture, tu t'es inspiré d'autres modèles, d'autres boîtes peut-être qui ont ouvert des villes comme ça ? Non, franchement. Non, ça c'est vraiment du. Ouais, c'était la grosse blague. L'année dernière, je prenais ChatGPT, je dis donne-moi la Finlande et la Norvège, et c'est quoi les villes avec plus de 200 000 habitants ? Je faisais une liste et je faisais let's go, quoi. Donc non, il y avait pas de. C'était pas du tout calculé. Mais on n'avait pas de coût, en fait. En fait, il y a un coût marketing, mais comme le produit était tellement happy Lille, nos campagnes, elles sont incroyables. On a un payback à 2 mois. C'est-à-dire que sur nos campagnes, on est quasiment rentable. Donc en fait, ouvre la Finlande, tu fais des ads, les gens ils prennent un ticket, et tu payes 15 euros pour un mec qui paye 15 euros, donc oui, tu fais pas d'argent, mais t'en perds pas non plus. Et donc tu crées le truc. Le problème, c'était de durée qui a été compliqué. Ouais. Donc on a fermé des villes parce que les mecs, ils étaient 10 dans la ville et puis ils se retrouvaient toutes les semaines. Donc au bout d'un moment, ils étaient là, bon. On se fait chier, quoi. Bah oui, on se fait chier, mais on peut pas vous aider. Donc on a préféré fermer les villes et on leur a dit qu'on reviendra plus tard. C'est quoi la plus grosse ville au niveau mondial maintenant, pour TimeLeft ? C'est Taipei. C'est pas vrai. Ouais. Il s'est passé un truc là-bas. On est devenu un phénomène. Genre, on fait des soirées. Ah, tu as parlé du stade à Taïwan, c'est ça ou pas ? Non, on a fait Taipei et à la fin des dîners, le mercredi, on réunit les gens dans un bar. Ça s'appelle le Last Drink. C'est à la fin du dîner, je sais pas, on a un Last Drink à rive droite et un Last Drink rive gauche à Paris. Donc quand tu dînes le mercredi rive gauche, on t'envoie une adresse de bar et tous les gens qui font dîner autour dans la rive gauche, ils vont tous au même. Donc tu as 200-300 personnes qui débarquent. À Taipei, on remplit des rooftops avec 1000 personnes. C'est un truc de malade. Taipei, on est un phénomène. C'est devant New York et Paris. Après, c'est Paris, évidemment, notre plus grosse ville, parce que c'est là où on est. Et après, t'as New York, Londres, enfin, t'as les gros hubs, quoi, classiques. Ah, c'est ouf. New York, Londres. Aux États-Unis, il n'y a que New York ? Non, on est dans 50 villes aux US. Wow. Les US, c'est notre plus gros marché, 45% du business maintenant. T'as à l'ouest aussi, la Californie ? On a tout. 55 villes, on est partout. Mais mec, on est à Bogota, Mexico, Pérou, Lima, Montpellier, Rennes. On est dans Berlin, Munich. Voilà, on est vraiment partout. Et c'est ça aussi. Il y a aussi ça qui est cool, c'est que maintenant, quand tu payes 20 € l'abonnement, moi, j'ai fait TimeLeft dans 10 villes différentes, dans 10 pays différents. C'est trop bien. T'arrives je sais pas, demain, tu vas à Madrid, la magie de TimeLeft, quand même, et je l'ai fait avec mes parents hier, c'est que tu cliques sur un bouton, dans 2 jours ou dans 3 jours, tu auras un dîner avec des gens. On a oublié ce truc-là, c'est qu'on vit dans un monde quand même, en tant que maintenant, t'es célibataire, tu veux faire des rencontres, c'est pas si simple. Hein. Tu vas sur une app, faut swiper, faut parler. Là, TimeLeft, c'est garanti. Est-ce que tu vas trouver l'amour de ta vie, ton meilleur pote ? Pas forcément, mais en tout cas, c'est garanti. On a créé ce truc où en un clic, c'est garanti que tu vas rencontrer des gens.
Et ça, c'est magique. Et donc, quand tu débarques dans une ville, n'importe quelle ville où on est, tu peux en un clic rencontrer des gens locaux, quoi. Tu as parlé un peu d'expérience, vous avez un produit qui est particulier, qui est que vous avez une partie online qui est très courte, de ce que je comprends, parce qu'ils font le questionnaire au début de personnalité. J'imagine que tu t'es notifié, tu retournes sur l'application pour avoir les informations sur ton dîner, pour booker, pour dire que tu es dispo, j'imagine. Et après, la grosse partie se fait offline. Ouais. Est-ce qu'il y a des principes que vous avez suivis ou des choses pour vous dire, que vous avez faites pour vous dire il faut que les restos soient, je sais pas, conformes d'un point de vue expérience à notre brand, ou alors juste il faut pas qu'on coupe la partie online-offline. Comment tu as réfléchi tout ça? Ouais, c'est une bonne question. En fait, dans la conception produit, ce qui a été assez intéressant pour moi, en tout cas, c'est de comprendre que notre produit, c'est pas que l'app. Notre produit, c'est un flow pour la user journey de la personne qui fait Timeleft. Elle va dans l'app et ensuite elle fait du offline et elle revient dans l'app. Et la partie offline, en fait, elle a été clé. Et pourquoi on a choisi les restaurants? Parce que le dîner est une technologie, c'est un choix technologique. Et quand je dis ça, les gens disent mais si, dans notre produit, on a fait un choix technologique de choisir le restaurant et non pas la course ou le bar ou le cours de poterie. On a dit le dîner. Pourquoi le dîner? Parce que c'est une des meilleures technologies qui existent pour connecter les gens. Tu t'assois, il y a de l'alcool, ça dure 3 heures, tu es obligé un peu de faire confiance au process. Tout le monde sait dîner. C'est un vrai truc. Les gens, ils oublient ça, mais tu sais qu'il faut aller au restaurant, tu sais qu'il faut ouvrir la porte, tu sais qu'il faut parler au serveur, tu sais qu'il y a une entrée, qu'il y a un plat, qu'il y a un dessert, tu sais qu'il y a une addition, qu'il y a une fin. Donc, c'est un super choix technologique. Et donc, on a vraiment travaillé cette brique du produit qui n'est pas comme on a l'habitude. Tu vois, il n'y a pas de data, on n'a pas post-hoc sur ce qui se passe dans le restaurant. Et donc, on a vraiment travaillé ça, comment on pitch au restaurant, ce qu'on attend des restaurants. On s'est dit, il faut absolument qu'on sache ce qui se passe dans les restaurants. Donc, à la fin des dîners, les utilisateurs peuvent mettre des notes au restaurant sur est-ce qu'ils aiment bien la nourriture, est-ce qu'ils aiment bien le service, etc. Donc, on a tous ces dashboards, on reçoit des feedbacks, on rappelle les restaurants. Donc, travailler cette partie offline a été aussi un des vrais cœurs du projet sur Timeleft. Tu as des gens qui font, maintenant que vous êtes une centaine, tu as des gens au produit et à la tech. La tech depuis le début, mais j'imagine que tu as grossi aussi un peu la partie. Je suis redevenu ami avec la tech depuis. C'est vrai que tu es copain avec eux maintenant? Ouais, je suis copain avec eux. Tu leur fais confiance? Ouais, je leur fais confiance. Non, mais c'est vraiment pas leur faute à la base. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont bossé avec Timeleft à l'époque, je suis désolé d'avoir été aussi dur avec vous. Et je pensais vraiment que c'était un problème tech, mais c'est un problème de vision, de comment tu vois les choses. Et la tech sont là, ils sont là pour délivrer ce que tu as envie d'avoir. Et en fait, si ça marche pas, c'est vraiment toi le problème à la base, je pense. Je vais découper ça en short, je te mettrai sur ton LinkedIn, comme ça tu auras des vraies excuses en live. Donc j'imagine que pour améliorer cette expérience offline, online, il faut faire ce que tu dis, c'est-à-dire faire du suivi, vous envoyer des choses et tout. Tu as des gens qui se déplacent en physique de l'équipe? Ça, c'était le parti pris. On a des concurrents qui ont fait des copycats de Timeleft et qui ont des ambassadeurs ou qui vont dans les restaurants, etc. Mais tu peux pas scale, c'est impossible. Et donc, nous, on s'est dit comment on digitalise ce truc-là. Et en fait, on a transformé nos utilisateurs en data points. C'est eux qui nous disent ce qui se passe dans les restaurants. Et quand on a le mercredi, par exemple, 30 000 inconnus, on reçoit quasiment 15 à 20 000 feedbacks. Enfin, je veux dire, les gens, ils font vraiment le jeu. On a un feedback low où à la fin, donc tu dois dire qui t'aime bien et si c'est réciproque, ça crée un match dans l'app. C'est donc, quand tu rentres chez toi, ça. Ça, tu rentres chez toi, tu dis Tim c'était cool, Max c'était cool, et le restaurant il était nul. Et genre, les gens, quand le restaurant il est pas bien, ils te balancent des trucs, quoi. Ah ouais. Donc on a une analyse avec AI qui fait ces trucs-là et puis on peut voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et on a des restaurants qui passent pas le cap et donc on les vire. Il y en a à qui ça se passe très bien, on les garde. On a des restaurants avec qui on travaille depuis 1 an, par exemple. Et tu dois une donnée de malade sur les avis des restos. Parce que les Google Reviews, ok, fine. Mais est-ce que t'as pas, toi, plus de choses, justement parce que on n'a pas travaillé trop cette partie-là. On a essayé l'année dernière de prendre de l'argent côté restaurant. Et les restaurateurs étaient ok, parce qu'on leur apporte du chiffre d'affaires. Mais très compliqué, les restaurants. Très compliqué parce que, déjà, ils sont très près de leurs sous. Et je les comprends. Ils font pas des grosses marges. Et tu parles à un mec. Et puis, au moment de l'expérience, c'est un autre serveur qui n'a pas été briefé. T'envoies la facture. Non, c'était très, très compliqué. On s'est dit, on va se focaliser sur la partie user et on verra la partie restaurant après. Donc toi, tes sources de revenus aujourd'hui sur Timeleft, c'est uniquement les utilisateurs qui payent. Tu peux nous rappeler Dans la plupart des pays maintenant, on n'a que l'abonnement qui est autour de 20 €. Ça dépend les pays, c'est un peu moins. Voilà. Et on a aussi dans certains pays encore le ticket à 15 €. Donc tu fais 15 € pour participer une fois, 15 € pour avoir une expérience sociale. Comme une salle de sport, quoi. C'est plus cher si tu participes une fois. Et si tu prends l'abonnement, l'abonnement, tu as vraiment accès à un dîner. Tu as accès à
tous les événements. Donc, on a, pour les hommes, tu as des événements le mercredi, jeudi et le vendredi. Et pour les femmes, il y a en plus le mardi. Le mardi, c'est les dîners entre femmes. On a 7000 femmes qui dînent ensemble dans le monde maintenant. Et tu payes 20 €, tu peux booker, si tu veux, 3 fois par semaine. Tu as dit pour les hommes, c'est que vous faites donc... mercredi soir, c'est mixte. C'est mixte, c'est ça. C'est des dîners mixtes. Jeudi, c'est pas des restaurants, c'est dans des bars. On fait des verres, donc c'est mixte aussi. Le vendredi, c'est mixte. Et le mardi, on a dédié ce jour de la semaine pour les femmes. Donc, c'est que pour les femmes, pour leur donner un espace rien qu'à elles. Et donc, elles sont 7000 maintenant dans 70 villes, chaque mardi, à se retrouver. Ça marche bien, ça, ouais. Wow. Les femmes sont beaucoup plus sociales, à mon avis, que les hommes, et beaucoup plus enclins à faire des rencontres que nous. Et t'as pas eu envie de dupliquer ce modèle dans autre chose que du resto? Parce que finalement, tu pourrais te dire que tu parlais tout à l'heure du restaurant comme un choix technologique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités où tu peux dire, mais en fait, ce système d'Ops peut fonctionner parfaitement sur un autre type d'activité? On voit le produit en toi. Non, mais c'est une super question. C'est que quand on a lancé les bars, en fait, on avait les restaurants le mercredi soir et c'était mixte. Et on s'est dit, en fait, en début d'année, là, on va avoir un vrai problème de plafond de verre. On a un plafond de verre. C'est-à-dire le nombre de gens qui peuvent faire des dîners le mercredi, c'est restreint. On s'est dit, ça semble évident qu'il faut rajouter des jours. Et on s'est dit, il y a une population qui est quand même la femme, la moitié de la planète, qui sont très enclins à faire des trucs comme ça. Il y avait déjà des initiatives. Donc on s'est dit, on va le faire, ça marche. Et après, on s'est dit, mais après le restaurant, c'est quoi l'autre technologie qui permet de connecter les gens? Il n'y en a pas tant que ça. Enfin, faut pas oublier qu'il y a certaines contraintes quand même. La première, c'est qu'il faut pas qu'il y ait d'host. On a besoin de personnes. Il faut que les gens ils comprennent. Il faut que ça soit un truc que tout le monde sait faire. Et il faut que ça soit un truc social. Donc là, on a lancé les runs, qui est la 3e expérience. Ouais. Mais ça fait maintenant 2 mois qu'on réfléchit à la 4e expérience et on l'a toujours pas trouvé. Cours de dessin, c'est pas facile, il y en a pas partout, tout le monde sait pas faire. Je sais pas, visiter, là on est en train de tester 6 inconnus pour aller faire des musées ensemble. Bon, on va voir. Non mais tu vois, il y en a pas tant que ça. Le run, ça marche parce que tout le monde sait faire, c'est facile, etc. Mais j'ai pas trop d'idées sur qu'est-ce que va être la 5e ou la 6e expérience. Et je veux pas tomber dans un meet-up ou dans un Fiverr avec des expériences. Tu vois, par exemple, Fiverr, c'est un modèle qui est génial et qui marche très fort, mais c'est un modèle expérientiel. C'est-à-dire que tu y vas pour vivre une expérience. Nous, on y va pour te connecter avec des gens. Donc, par exemple, si tu fais un truc avec 6 inconnus, mais tout le monde est rivé sur le feu d'artifice, c'est pas une technologie qui permet de connecter, tu vois. Et quid des Airbnb Experience? Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Leur feature qu'ils ont lancé plus ou moins pendant le Covid, je crois, de mémoire. C'est un concurrent pour vous ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que c'est utilisé essentiellement par des gens qui visitent, qui sont en déplacement. TimeLife, c'est 75% des gens qui vivent dans la ville. Donc à Paris, on a essentiellement des Français, à Lisbonne, on a essentiellement des Portugais, donc on a une cible qui est différente. Et Airbnb Experience, c'est, encore une fois, tu y vas pour vivre une expérience, pour faire un cours de sushi. Et donc tu y vas, toi, tout seul ou avec ta copine, et vous apprenez à faire des sushis. Mais ouais, tu vas changer 2-3 sourires avec la personne qui est à ta gauche, mais c'est pas designé pour ça, tu vois. Nous, là, quand on a fait les runs, c'est un truc intéressant. Les running clubs, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils n'arrivent pas à financer leur running club. Les gens, ils disent, moi, je ne paierai jamais pour faire un run. Le run, c'est gratuit. Pourquoi je vais payer un running club? Et nous, ils payent pour faire le run. Parce qu'en fait, on ne vend pas le run, on vend l'expérience humaine, tu vois. Et donc, tu arrives, c'est un groupe de gens qui est là pour te parler à toi. Vous allez courir pour le faire, mais ils sont là pour te parler à toi. Parce qu'on a dit, tu vas parler à Tim, tu vas parler à Max, c'est votre groupe. Et à la fin de l'expérience, on dit, qui t'aimerais bien revoir? Et on crée des matchs. Donc, c'est vraiment une expérience humaine avant tout, plus qu'une expérience gastronomique. Et le running donc fonctionne. Comment tu décides si parmi donc ces nouvelles verticales, je sais pas comment tu les appelles, tu continues ou tu continues pas? Visiblement, running, tu as l'air de dire que ça fonctionne et que tu vas garder. On réfléchit à une expérience. On a 3 stades. La première stade, c'est ce qu'on appelle le Friends and Family. Donc, on la teste avec des potes. Tu vois, on fait un peu de bouche à oreille vite fait. On essaie d'avoir un nombre minimum. Donc, je sais pas, 30 ou 50 personnes qui testent. On va, nous, TimeLife, tester nous-mêmes l'expérience. Donc, moi, j'ai fait les premiers runs. Tu vois ce qui déconne pas. Après, tu essaies de pousser un peu. Là, on part en ce qu'on appelle la phase marketing. Donc, on va essayer de faire de l'acquisition sur ce produit-là. Parce qu'en fait, si le produit il est sympa, mais que ton coût d'acquisition il est à 200 € sur un ticket que tu vends 15, ça va pas le faire. Et donc, on a une phase de marketing test. Et si à la fin, ça passe les 2 étapes, que ça fait sens, qu'on aime bien nous déjà, et qu'ensuite, en termes de performance marketing, ça marche, on déploie dans l'app. Ça, c'est votre process pour les nouvelles verticales à chaque fois. Ouais. Okay. Mais on n'a pas tant que ça. Oui, tu dis que donc là, c'est resto, les bars, c'est resto, bar et running. Pour l'instant, on en a 3. Okay. Après, on va faire des variations. C'est-à-dire qu'on a les dîners mixtes, les dîners entre femmes. On va peut-être faire les dîners LGBT. On va faire les runs entre femmes, les runs. Tu vois, on nous a demandé aussi de faire les dîners entre parents, entre jeunes parents. Donc, après, il y a des sous-verticales. Il y a des sous-verticales à l'intérieur. Mais nous, on a vraiment 3 expériences. C'est dîner, boire et courir. C'est les 3 expériences. Et ensuite, on va essayer d'aller choper le plus de segments possible. Tu arrives déjà à voir du cross vertical, donc des gens qui viennent du resto, qui vont faire du running ou vice-versa, etc. Ouais. Les membres payants, en début d'année, faisaient 1,4 expériences par mois.
Et ça, d'ailleurs, ça a été j'en reparlerai après. Et maintenant qu'on a rajouté plein d'expériences, ils sont passés à 2,2. Et donc, on s'est rendu compte que plus on rajoute des choses, plus naturellement les gens font des choses. Ils restent plus sur le service, quoi. Mais, et c'est ça qui est super important à tous ceux qui veulent lancer des expériences dans la vraie vie, c'est qu'on pense toujours digital, mais il y a une vraie contrainte, c'est la contrainte de ce que j'appelle de ta vie sociale. Si toi, dans ta vie sociale, tu es quelqu'un d'introvert et tu sors 1 fois ou 2 fois par mois, le maximum que je vais pouvoir choper de toi, c'est 2 fois par mois. Et donc, si je te vends un service qui est là, illimité, que tu peux utiliser tout le temps, mais toi, tu sors que 2 fois par mois, je ne peux pas aller plus loin que 2 fois. Je ne vais pas recréer une nouvelle habitude de toi et tu ne vas pas devenir un social butterfly. Et donc ça a été aussi important de se rendre compte que, en fait, quand tu vends un produit qui est offline, il y a une contrainte qui est la contrainte du offline. Tu ne peux pas l'utiliser tout le temps, les gens ne vont pas faire des dîners tous les soirs. Alors que quand tu vends du online, un jeu vidéo, une app de dating, tu peux l'utiliser, tu peux la snacker un peu tout le temps, ton app. Donc, tu as cette illusion. Netflix, par exemple, c'est un super concept. Et tu peux prendre des films tout le temps, même si au final, tu n'en vois pas tant que ça. Mais en tout cas, tu peux l'utiliser tout le temps. Timelapse, c'est normé. Et donc, ça a été assez intéressant de voir qu'on avait un obstacle qui est de bien comprendre la part de marché dans la vie des gens qu'on peut choper, qui n'est pas tous les jours, en fait. C'est hyper intéressant. C'est dû un peu à ton introspection que tu as faite avant Timelapse, non? Parce que tu as l'air d'avoir beaucoup poncé un peu le fait de, tu vois, du placement à la société, la relation avec les gens, etc. avant Timelapse. Ou ça, c'était venu pendant la construction de Timelapse? Moi, j'ai toujours été un connecteur. J'aime bien connecter les gens. J'ai fait beaucoup de dîners. J'ai lancé des clubs, des social clubs. Et donc, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et j'ai fait 70 dîners. Timelapse, je pense être toujours le numéro 1 Timelapse. J'en ai fait 70 incognito et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai lu aussi tout ce qu'on peut lire sur l'art de gathering, les dîners, comment, tu vois, le body language et tous ces trucs-là. Et un bouquin aussi que je recommande à tout le monde qui s'appelle Friends, qui explique comment on devient ami et pourquoi on devient ami. Il y a plein de théories là-dedans et ensuite tu le vois dans tes dîners, quoi. Il y a un truc sur lequel tu t'es arrêté, c'était le 1,4 fois. Je suis resté là-dessus. Tu voulais rajouter une chose juste avant? En fait, c'est des chiffres qui... Je te donne un autre chiffre qui va te faire comprendre. À un moment, on a sorti une data et quand tu fais un dîner Timelapse, en moyenne, tu as 1,2 matchs. Et un pote me dit, putain, tu fais un dîner, t'as qu'un pote, franchement, c'est nul. Je dis, mais c'est complètement lunaire ce que tu viens de dire. Tu te rends pas compte. Tu fais un dîner, t'as un match. T'as quelqu'un à qui t'as passé 3 heures qui va dire oui, je suis OK pour être en contact avec toi. Ouais. Ça a une valeur de ouf. Mais dans sa tête, c'était que 1. Mais je dis, va dans un bar, vas-y, va voir combien de gens tu vas réussir à choper. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on est un peu décorrélé de ça. Et c'est pareil, quand j'ai vu que la première stat, c'était les utilisateurs Timelapse font 1,4 dîners par mois, j'étais là, putain, c'est nul et tout, 1,4, c'est nul. Mais j'ai parlé à des gens, ils font, mais mec, moi déjà, un dîner par mois, sociabiliser, aller dehors et voir des gens un dîner par mois, mais laisse tomber, c'est le maximum que je peux te donner. Et ça a été une vraie révélation de me dire que, en fait, qu'est-ce que tu cherches à réussir? Si le mec qui est introverti, il fait un dîner par mois et il vient une fois, enfin, son seul dîner, il le fait grâce à toi, bah, c'est énorme, en fait. Et donc, ça nous a un peu fait changer, tu vois, notre perception des choses et nous dire, bah, si déjà, il dîne avec moi, il dîne avec Timelapse 2 fois par mois, c'est très bien. Et donc, ça sert à rien de viser le mec qui se connecte tout le jour dans ton app. T'as pas besoin de ça, en fait. C'est un bon point. Et d'ailleurs, on avait parlé, je crois, au début de l'épisode ou alors en prépa d'épisode, que les métriques suivies ou données par les VC, habituellement, sont un peu différentes que ce que toi, tu suis. Question, ouais. Tu peux nous donner quelques exemples de métriques, par exemple, qui te paraissent aberrantes pour mesurer le succès ou la réussite Timelapse, les MAU, DAU, déjà. Il y a un petit jeune qui a lancé un concurrent, il était venu me voir, il m'a dit, moi, j'ai que 500 DAU et toi? Je dis, alors déjà, on ne parle pas le même langage. Moi, je ne parle pas de ça. Donc, en fait, c'est où est la valeur? Et quand lui, il parlait de DAU, en fait, il disait, la valeur de mon app, elle est dans mon app. Et moi, je dis, bah non, la valeur de mon app, elle est dans le fait que les gens, ils se rencontrent. Et donc, ça a été assez compliqué au démarrage de faire comprendre aux VC que nous, on parle de dîner, de match in real life, tu vois, de booking, de choses comme ça. Mais après, tu peux rattacher à des trucs qu'ils connaissent, la rétention, le repeat, la croissance de la top line et des choses comme ça. Donc, c'est juste que c'est pas les mêmes... C'est pas tout à fait pareil qu'une app de dating, par exemple. Une app de dating, tu vois, ça va être combien de gens, je sais pas, la rétention des plus 1, des plus 7. Et nous, on parle pas de ça. Encore une fois, si le mec, il vient 2 fois par mois, tu vas pas calculer la rétention des plus 7. Tu vas juste te dire, OK, sur 100 personnes qui ont pris un abonnement, combien j'en ai qui reviennent le mois prochain, quoi. On a des utilisateurs, là, on a 12 mois de cohorte, maintenant un peu plus même, et les gens, ils viennent une fois tous les 2 mois, mais tous les 2 mois. Ils sont là tout le temps. Ouais. Il prend un abonnement, il arrête l'abonnement, il laisse passer 1 ou 2 mois, il refait un dîner, il arrête l'abonnement, et tu vois, donc, fair enough, en fait, tu vois. Pourquoi j'irais le forcer à sortir tous les soirs si lui, il est content de faire une fois tous les 2 mois? Ça, dans la pratique, comme à nouveau, tu n'es pas sur un pur SaaS, par exemple, dans un pur SaaS, on t'enverrait un petit mail pour savoir pourquoi tu ne reviens pas ou une petite fenêtre, je sais pas, ouais, bref, tu as plein de modèles pour le faire, mais tu chercherais à dialoguer avec l'utilisateur pour savoir pourquoi il part. Toi, tu le fais pas, ça, j'imagine. On le fait un peu, et là, j'ai une nouvelle VP product qui vient d'arriver, et elle m'a dit, par exemple, cancel de membership, c'est pas du tout best practice. C'est-à-dire, en fait, tu cliques sur annuler ton abonnement, et pouf, ça, il est annulé.
On va dire, bah non, c'est dans les apps, il faut mettre un peu de friction quand même. Puis il faut lui dire... c'est infernal. Hein, ouais, mais il faut lui dire, quand t'annules, est-ce que tu veux pas rester, je te donne 40% de discount, tous ces trucs-là, tu vois. Et elle m'a dit, tu vas voir, ça va être game changer. Et ça l'est. Donc, il y a des petits trucs qu'on prend de ce qui existe déjà. Donc ça fonctionne quand même. Ouais, ça fonctionne, mais encore une fois, c'est quoi ta North Star? Parce que moi, mon but avec Timeless, c'est pas que tu fasses 5 dîners avec Timeless toutes les semaines. Mon but, c'est que tu aies une vie sociale remplie, que tu aies des amis, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à réussir? Si tu te crées des amis, bah, peut-être qu'une fois ou 2 fois par mois, ça suffit, en fait. T'as pas besoin d'aller tous les soirs, tu vois. Et puis, c'est un budget. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que si Timeless, c'est 20 €, faire un dîner, c'est 40 ou 50 balles. Et donc, si tu fais 2 dîners par semaine, ça fait 100 €, ça fait 400 € par mois. Ça commence à faire un sacré budget, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a lancé le bar et qu'on lance le run, parce que le run, c'est gratuit, dans l'idée. Donc, en fait, avec 20 €, tu pourrais imaginer faire les runs, et bah, en fait, tu payes que 20 € à la fin du mois pour faire des rencontres. Si tu fais un dîner toutes les semaines, plus les 20 €, bah, tu te retrouves quand même à, tu vois, 40, 80, 160. Bon, tu es quand même à 200 € de budget de sociabilisation. C'est pas donné. C'est pour ça que ton modèle d'abonnement au mois est plutôt aligné avec ta North Star, puisqu'en fait, tu peux aller à plein de dîners ou à peu de dîners par mois et tu paieras pareil. Par contre, par ticket, dans certains pays, comme tu le dis, là, ça commence à cogner. Parce que dès que tu vas en dîner, que tu payes 15 plus le dîner, bon, t'en fais 2 par semaine, t'as un budget sympa à la fin. Il y a des pays où ça doit être moins cher aussi, peut-être. Mais... Ouais, des pays où c'est moins cher. Et là, je commence vraiment à essayer de comprendre que le pricing, en fait, c'est un outil produit et grosse. Et j'avais pas du tout cette notion-là. J'ai eu un call avec l'ancien Chief Revenue Officer de Bumble et il m'a fait une masterclass là-dessus. Et en fait, c'est vrai, le prix est un levier de croissance. En fait, descendre le prix, monter le prix, faire des différents segments, et ça te permet de toucher beaucoup plus de gens et de faire la croissance. Et pareil, c'est sur le produit. En fait, quand on a fait des tests, par exemple, au Portugal, on a enlevé le ticket et l'abonnement, il était à 20 € et on l'a passé à 10 € l'abonnement. Donc, on a divisé par 2. On s'est dit, bah, ça va être génial. Tu vois, c'est 2 fois moins cher, on aura 2 fois plus de gens. Et en fait, on n'a pas eu tant de gens de plus que ça et la rétention, elle n'a pas augmenté tant que ça, en fait. Et donc, c'était assez bizarre. Et on a fait 2 tests où on a augmenté l'abonnement. Et donc, je trouve que c'est important peut-être pas au début, je pense qu'au début tu as un pricing et tu fais ton truc, mais je pense qu'arrive à un certain niveau de chiffre d'affaires et de user, je pense que le pricing doit faire partie de ta réflexion produit. C'est quoi tes réflexions là-dessus? D'ailleurs, au début, pour commencer, sur ma question, comment vous avez déterminé le bon pricing? C'était du pifomètre? Ouais. on a monté le prix, donc on a fait 5, ça passe. 5 par mois. On a mis 10 € le ticket, ça réduit pas la croissance, on a le même CAC, bon, 15. 15, ça commence à être un peu le plafond. Après, on s'est dit 20 € l'abonnement. Et après, quand on a vu que 20 € l'abonnement, c'était un truc qui faisait sens. On a fait un modèle assez simple. On a pris tous les abonnements Netflix et Spotify dans les différents pays. Et on a fait une règle de calcul qui fait, OK, si les gens ils payent 20 € à Paris et que, je sais pas, c'est 20 € l'abonnement Netflix en France, si dans un pays c'est 40, bah on met 40 parce que tu vois, on s'est calqué sur Netflix et Spotify. D'accord, c'est un truc assez classique. Votre driver de pricing, ça a été de prendre des abonnements comparables Mais là, maintenant qu'on a enfin des ressources tech assez puissantes et une équipe produit assez expérimentée, maintenant, on va commencer l'A/B testing là-dessus, tu vois. On va être beaucoup plus granulaire. Donc, est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 22? Est-ce que c'est 23? Est-ce que, en fait, tu fais une fondation à 20 € pour tout le monde, mais tu as des top-up si le mec, il veut être plus? Parce qu'en fait, si tu réfléchis, si toi, tu es introverti et tu fais 2 sorties par mois, tu vas payer 20 €, mais ça te fait 10 € la sortie avec Timeless, t'es d'accord? Moi, je suis un social butterfly, je sors tous les soirs. Et donc, l'abonnement, pour moi, de 20 €, tu vois, je le sens même pas passer parce que ça me coûte 2 ou 3 € à chaque fois que je vais faire des rencontres grâce à Timeless. Alors que toi, ça va te coûter 10 €. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans ou avoir un pricing qui est plus adapté à la vraie consommation de chacun de tes utilisateurs. Ça va être intéressant d'AB tester parce que tu as quand même des gens qui vont se rencontrer, ils peuvent évoquer le sujet pricing en physique en disant tu payes pas pareil que moi, toi. Ouais, bien sûr, on commence à faire pas mal d'AB testing et ils se plaignent un peu des fois. Là, par exemple, on avait une croyance, c'est que en fait, tu dois donner des infos la veille du dîner pour motiver les gens à faire le dîner. Donc, en fait, la veille du dîner, tu as la répartition du nombre de pays qu'il y aura à ta table, les professions et les signes astrologiques, tu vois. Ah, marrant. Et on s'est dit, ça, c'est ça qui fait que c'est important, tu vois. Et on a fait un AB test où on a fait une version, un panel avec 100. Et en fait, ça n'a strictement rien changé. Avec 100 quoi, pardon? Sans rien. Sans rien. Ouais. Et en fait, le même résultat. Je me serais même dit le contraire. Je me serais dit, moi, tu vois, je vois un signe astro qui me plaît pas, je suis pas du tout dans l'astrologie. Ou 4 jobs qui me plaisent pas, je me dis merde, j'y vais pas, quoi. Relou. Oui, mais exactement. Mais c'était une des croyances qu'au fait, plus tu as d'infos, plus ils sont rassurés, mais plus tu donnes d'infos, plus ils peuvent être dans cette expectation-là. Il y a 50% de la table, c'est des gens de la finance, ça va être boring, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, on fait ces tests-là et on apprend toujours. Excellent. Sur l'équipe Produit Tech, tu peux nous faire un peu un état des lieux de comment est ton équipe maintenant? Tu disais que vous aviez recruté une personne qui va piloter l'équipe produit, donc la VP Product. C'est quoi le reste de l'équipe Produit Tech aujourd'hui chez Timeless?
Ouais, maintenant donc on est 100, l'équipe tech ils sont 15, avec un head of engineering qui a une équipe mobile, une équipe back-office et une équipe back-end, et l'équipe produit ils sont 5. J'ai recruté récemment la VP produit de chez Bumble. Trop bien. Ça, c'est d'ailleurs un truc que j'avais pas conscience et qui est assez dingue, c'est que, en fait, quand tu grossis très vite, je pense qu'il faut savoir recruter des gens qui ont fait ce que, enfin, la phrase c'est quoi? Been there, done that, tu vois, c'est qu'ils ont déjà fait ce que tu veux faire. Ça a un impact, mais monstrueux sur ce que c'est un impact monstrueux. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a dit, OK, bon, ça, vous l'avez pas, il faut ça, il faut ci. Enfin, tu vois, on leur a dit la Matrix, quoi. Donc, c'était vraiment trop bien parce qu'elle a fait tout le scale de Badoo et Bumble jusqu'à l'IPO. Wow. Et donc ça, c'est top. Et on a 3 PM et un product designer. Ok. Tu as des apprentissages à nous livrer sur justement l'équipe produit tech. Je sais que du coup, au début, les ingés, tu as appris un peu avec toi-même comment collaborer avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris sur le tas en grossissant? Ouais, je pense que la performance de ton équipe produit est intimement liée à la performance de ton équipe ingénieur. Et pendant un moment... Au début, c'était très compliqué pour moi parce que je pensais que c'était la faute de l'équipe tech. Et après, je me dis, non, les tech, ils me disent, non, les PRD, elles sont pas bien faites, c'est l'équipe produit. Tu vas voir l'équipe produit, puis l'équipe produit, non, c'est... Et je pense que les deux sont intimement liés. S'ils n'arrivent pas à bien travailler ensemble, s'il n'y a pas le bon nombre de PM avec la bonne force de frappe ingénieur en face, ça grince, quoi. Et que c'est pas forcément la faute de l'un ou l'autre, c'est que les deux doivent être vraiment une sorte de fusion et de bien bosser ensemble. Et depuis qu'on a amélioré les process, là, depuis quelques mois, en fait, tu sens que le delivery, il accélère, tu sens qu'on fait moins de bugs. Et donc, ça a été une découverte pour moi. C'est une sorte de ratio d'ingé et de PM ou juste de culture et de profil? De way of working. Adrien, par exemple, pilote l'équipe marketing, ils sont 15 et il délivre. Mais il est plus en silo. C'est-à-dire qu'il fait ses campagnes, il fait ses trucs. Alors oui, il demande au produit c'est quoi la prochaine feature, il la prend, il la market, mais ça bosse ensemble, mais c'est moins impactant les deux versus l'autre, tu vois. En revanche, ton équipe produit, si elle ne travaille pas correctement avec ton équipe ingé, c'est mort en fait. Je veux dire, d'un côté, tu peux t'en retrouver avec un backlog de features qui s'empile et il ne se passe rien, ou de l'autre côté, les ingés, ils pètent un câble parce qu'en fait, ils refont des trucs en permanence parce que les specs sont pas bien faits. Donc, en fait, si tu veux développer la vélocité de ce que tu es capable de faire, je pense que c'est vraiment mettre les deux dans une salle et les considérer presque comme une équipe. Tu vois. C'est le cas, ils se voient et ils bossent tous les deux, un G plus produit. Au début, c'était un peu freestyle et puis là, on est passé en squad. Donc, tu vois, c'est un PM avec ses propres ingés. Donc, on les a mis ensemble et ça fait sens pour le coup. Ouais. T'as pas de designer? On a un designer. Un designer, parce que sur un produit comme ça, tu as envie de créer une vibe, un truc qui accroche les gens. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on a sorti la nouvelle app, elle est live sur les stores. Mais ouais, on a un produit designer, mais encore une fois, notre app, elle est simple. Notre app, elle est simple, elle doit rester simple. Ma mère doit savoir l'utiliser, ma cousine doit savoir. Donc, la vraie, c'est comme un iceberg. En fait, elle est belle, notre app, elle est simple, mais ce qui se passe derrière, c'est là où on concentre une grosse partie de nos ressources techniques. C'est quoi ta relation, toi, en tant que CEO, avec l'équipe produit et tech? À nouveau, dans un business où t'en as chié. C'est pas juste une boîte B2B, t'as un truc dans lequel t'as mis vraiment, tu vois, tes valeurs, on sent que c'est aligné avec qui t'es, etc. Est-ce que t'arrives à lâcher les contrôles à l'équipe produit et tech? C'est un bon point. Je pense que le but d'un CEO, j'ai eu cette phrase il y a pas longtemps et je trouve qu'elle est vraie. Le but d'un CEO, c'est de se virer soi-même de toutes ses fonctions. En fait, quand tu commences la boîte avec ton associé, tu fais tout. Tu fais un peu de produit, un peu de marketing, etc. Puis à un moment donné, tu embauches un techos et lui, il fait la partie tech et il faut que tu lui fasses confiance. Et puis après, tu embauches quelqu'un au produit et tu lui dis, le produit, tu vois, je fais confiance. Et donc ça a été le plus challenging pour moi. Et c'est de trouver la bonne personne. J'ai eu 3 personnes à la tête du produit et il y en a 3 qui sont déjà partis. Enfin, là, c'est la 4e qui est là et ça se passe bien, mais j'en ai eu, et ça aurait 3 avant. Wow. Les CTO, j'en ai eu 5. Je suis sûrement fautif, hein. Mais je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la bonne personne, j'ai mis beaucoup de temps à faire confiance. Et il m'a fallu aussi juste du temps tout court pour comprendre qu'il fallait aussi que je mette un peu d'eau dans mon vin et que une grosse partie du problème était de mon côté aussi. Donc il y a eu finalement de la maturation sur ta façon de collaborer avec ces équipes. De l'apprentissage. Est-ce que tu voulais également... C'est de l'apprentissage. J'ai appris à travailler avec une équipe produit, une équipe tech. Dans mon ancienne boîte, je n'avais pas d'équipe tech, je n'avais pas d'équipe produit. Ouais. Et donc, j'ai appris ce métier. Qu'est-ce que c'est? J'ai découvert il y a quelques mois, est-ce que c'est une PRD? J'ai compris ce que c'est les specs, j'ai découvert Jira. Et donc, au début, ça fait flipper parce que tu vas avoir un peu de contrôle et tu comprends pas ce qui se passe. Bien sûr, puis, petit à petit, tu comprends les bases.
tu relâches un peu et tu fais confiance. J'ai fait confiance 2 fois, ça n'a pas marché, on l'a remplacé. Et là, c'est lequel là, je lui fais confiance et ça marche très bien. Ouais. Et au-delà de la confiance, qu'est-ce qui, chez cette personne-là, avec qui ça se passe bien maintenant et que tu as visiblement gardé, quoi, qu'est-ce qui a été différent par rapport à d'autres profils ? Là, la personne qu'on a sur le produit qui a été différente, c'est qu'elle a... En fait, quand je l'ai rencontrée, je lui dis... elle est venue me voir, elle me dit, donc elle venait de quitter Bumble, elle avait un gros poste chez Bumble. Je dis, écoute, c'est pas le bon moment. Là, je suis en train de lever des fonds. Et donc, ça s'est accéléré, j'ai levé des fonds, on s'est reparlé. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai un sujet. Ouais. C'est que je pense vraiment que la façon de travailler entre l'équipe produit et l'équipe test ne fonctionne pas. Et je ne sais pas quoi faire. Ouais. Je n'ai aucune idée de comment corriger ce problème. Quand je vais voir l'équipe tech, ils me disent que c'est le produit. Quand je vais voir l'équipe produit, donc je suis au milieu et je ne sers à rien. Franchement, je suis... Et donc je lui dis, écoute, moi je veux bien faire un test. Tu viens, je t'embauche. Et ton seul truc pendant le premier trimestre, ça va être de résoudre ce truc-là. Résoudre ce truc-là. Et après, on déroule et on fait les trucs. Et là, ça fait 3 mois et ça est en train d'être résolu. Et donc je vois des trucs qui se passent. Je vois que ça change, je vois qu'au lieu de sortir une release tous les 4 semaines, on est passé à 2 semaines, je vois qu'il y a moins de... Enfin, après, tu commences à le sentir. Puis tu as les techs, l'ambiance est différente, puis tu as des échos. Les ingés qui disent « Ah, enfin, on a des trucs bien scopés, bien cadrés, c'est cool. » Et puis tu as les ingés, enfin, tu sens quoi. Et donc, elle a délivré ce que j'attendais d'elle. Et donc, tu sais ce qu'elle a mis en place, que c'est dur à faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire remonter le rythme. Comment les produits parlent aux ingés? Est-ce qu'il y a des PRD qui sont bien clairs? C'est quoi une PRD qui est bien claire, avec tous les trucs qui vont bien? Qu'est-ce qu'on traque? Comment on mesure l'impact de nos features? D'où ça sort? Relier ça à de la vision. Elle est arrivée, elle a dit, est-ce qu'il y a une roadmap? Je dis, nous, on a une roadmap à 2 semaines. Elle m'a dit, non, on va faire une roadmap à 3 mois déjà. C'est la base. Ouais. Donc, 3 mois, donc déjà, ça stabilise un peu les gens. Les gens disent, OK, c'est là où on va. Donc, tous ces trucs-là, mais ce qui a été... Enfin, ce qui m'a fait du bien, c'est que je me suis mis derrière elle. Tu vois, j'ai laissé faire, quoi. Ouais. Et de temps en temps, t'aides un peu à mettre un peu d'huile dans les... s'il y a des petites frictions et à prendre des décisions. T'as besoin de tel budget, OK, let's go. Et donc, j'ai fait ça pour la partie produit et je l'avais déjà fait pour d'autres fonctions avant. Et le produit et tech, c'était les 2 maillons un peu faibles qu'il y avait chez nous et qui maintenant sont forts. Bon, bonne nouvelle. Trop cool. Bonne nouvelle. Trop cool. On a parlé un peu tout à l'heure de l'étranger. Je t'avais dit que je reviendrai dessus. Donc, vous avez lancé dans plein de pays, plein de villes. Tu as expliqué comment tu faisais au début. Est-ce que tu as des learnings là-dessus, sur l'internationalisation, des choses que tu voudrais livrer, qui ont été des apprentissages pour toi chez Timeless? Ouais. Je sais pas si c'est un cas spécifique à Timeless, mais ce qui a fait le succès de Timeless l'année dernière, c'est qu'on a pu vraiment scaler notre produit dans plein de langues. Je le vois, on a eu plein de copycats depuis le début de Timeless et beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce que c'est facile à lancer, mais il faut faire du volume pour faire du chiffre d'affaires. Et donc, pour avoir 30 000... Tu vois, regarde, nous, on a 1000 personnes le mercredi à Paris. On en a 30 000 dans le monde. Donc, il nous a fallu ouvrir le monde pour arriver à faire 30 000 le mercredi et pour faire notre million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ça a été une vraie chance pour nous de faire en sorte que notre produit, tel qu'il est, sans forcément le modifier, marchait partout. Et on en revient au restaurant. Et maintenant, j'ai compris pourquoi notre produit marche partout. C'est parce qu'une grosse composante de notre produit, qui est le restaurant, en fait, il est localisé par défaut. Quand tu fais un dîner à Timeless, tu es dans un restaurant japonais avec des Japonais. Quand tu es à Bogota, tu es un restaurant de Bogota avec des gens de Bogota. Donc, le fait que notre produit soit par défaut localisé a vraiment fait qu'on a pu scale. Ça, c'était vraiment top. Et ensuite, on a eu des trucs qui nous ont bien aidés. Par exemple, en fait, quand tu fais des campagnes à Lisbonne en portugais, tu peux déployer au Brésil. Quand tu lances l'Espagne, tu as des campagnes et ton app elle est en espagnol. Donc, tu peux déployer Colombie, Mexico, etc. Quand tu lances les UK, de gros marchés, tu vois. Donc, ça, c'est la base qui nous a permis vraiment d'atteindre un chiffre d'affaires assez important. Et là, maintenant, on est dans la deuxième phase qui est donc l'hyperlocalisation. Donc, on a fait ça sur la PAC. On a quelqu'un qui s'occupe de ça et ça a vraiment bien marché. C'est de se dire, OK, c'est bien gentil d'avoir nos 2 tronches de français blancs dans une ad. Tu peux mettre un sous-titre en taïwanais. Les Taïwanais, ils vont dire, ça, c'est des français, hein, c'est pas nous, quoi. Et donc, on a vraiment dû mettre en place cette localisation. Et là, ça nous a permis de monter d'un cran encore en termes de croissance. Il n'y a pas eu d'adaptation de produit ni d'expérience locale. Tu pourrais dire que c'est culturellement un peu différent de manger avec des inconnus aux US dans certaines villes. Le dîner entre japonais dans un restaurant japonais, il est fondamentalement différent du nôtre. Ouais. Mais comme on change les gens et on change le restaurant, il est adapté par essence. Le seul truc qu'on a localisé, c'est l'app et les campagnes marketing. Ok, hyper clair. Trop cool. Et le customer support aussi.
Qu'est-ce qui a changé sur le... On a dû apprendre à... Parce qu'en fait, le customer support, c'est bien de faire avec l'IA, tu peux traduire plein de choses en temps réel, mais la façon de parler à des Japonais ou des Malaisiens n'est pas la même que tu parles à des US ou des choses comme ça. Ouais. Et donc, ça a été aussi un apprentissage. Donc, on a une équipe customer support avec des gens dans toutes les time zones. Une des contraintes aussi d'être global, c'est qu'on est 70 personnes en remote et on a dû avoir des personnes dans les 12 time zones. Parce qu'en fait, tu dois couvrir tout le monde, en fait. Quand tu te lèves à Paris, tu as tes premiers dîners qui sont en train d'arriver en Nouvelle-Zélande. Wow, t'as des gens qui sont où dans l'équipe, là ? On a partout, on a Tokyo, on en a pas mal en Malaisie, on a Istanbul, on en a en France, en Espagne, on en a aux US, on en a au Mexico, on en a en Corée, on en a un peu partout. Ouais. Vous êtes jamais vus physiquement tous et toutes, j'imagine ? Non, pas tous, non, pas encore. On a recruté plus de la moitié de la boîte dans les 8 derniers mois. Donc, voilà. Et ça, big up à Deal, Deal.com. En fait, on vit un monde aussi qui est assez dingue. Tu vois, on m'a dit, il faut absolument ouvrir une boîte aux US, tu veux embaucher des gens. Non, avec Deal, tu peux. Et donc, en fait, il y a plein de manières, je pense, de scaler l'international sans avoir à avoir toutes les contraintes qu'on aurait pu avoir à l'époque. Tu peux nous rappeler ce que fait Deal pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Deal, ça te permet d'embaucher localement des gens. Donc, en fait, sans avoir besoin de créer une structure, tu peux embaucher quelqu'un à Londres et lui permettre d'avoir un salaire londonien. Et donc, c'est Deal qui fait en fait le proxy entre toi. Et donc, tu payes un frais en plus à Deal, qui n'est pas donné au bout d'un moment, mais qui te permet de démarrer très très vite, quoi. Donc, tu peux commencer avec des freelances, mais si tu as quelqu'un que tu veux embaucher qui dit « Moi, je veux un contrat, j'ai besoin d'être assuré, il me faut le chômage en Allemagne », Deal te permet de faire ça. Avant qu'on parte sur la petite anecdote finale de l'épisode, on est déjà à la fin quasiment, ça va vite. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites, que vous avez faites, récentes ou pas, que tu aimerais partager ici ? On a fait quoi ? Une erreur On a fait une erreur sur notre système de paiement. On est parti un peu tête baissée on voulait partir de Stripe et de Google et d'Apple et on a fait un choix assez rapide et peut-être pas très contrôlé. Et on s'est un peu embourbé là-dedans. Et 2 mois après, Apple perd sa bataille juridique contre Epic Games et donc autorise les apps comme nous à partir de leur système de paiement pour mettre le nôtre. Et donc au final, on a quand même perdu quelques mois et pas mal d'argent, alors qu'en fait, on est resté sur Stripe et on a déplacé Stripe. Ça, c'était un des premiers trucs. La vitesse aussi est un trade-off, c'est-à-dire aller vite, c'est bien, mais qui dit vite, c'est que tu casses des œufs. Et donc, on a fait 2-3 releases cette année qui ont quand même bien pété, tu vois, où tu te prends 1000 tickets au customer support de gens qui ne peuvent pas booker ou des trucs comme ça. On a fait quoi récemment ? Bon, ça c'est dans le bon sens, hein, mais on a fait une release et il y a un truc qui a pété et en gros, les gens pouvaient booker sans payer. On a découvert que... on s'est dit, pourquoi ça descend là ? Mais ils peuvent pas payer, c'est pour ça. Et donc voilà. Et donc là, on a un enjeu, je pense, de plus de qualité, contrôler qualité, tu vois, de s'assurer que, OK, mieux vaut peut-être réduire un peu la voilure et de se dire, OK, est-ce qu'on sort, c'est clean, est-ce que c'est bien capé, quoi. Donc tu es un des seuls qui m'a dit, on va trop vite. Ouais, on va trop vite. Je pense que c'est ce juste milieu, tu vois, entre aller vite. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi un learning que j'ai eu en CEO sur ces 4 dernières années, c'est que la vitesse, c'est bien, mais tu brûles aussi. Tu brûles les gens, tu brûles plein de trucs. Et donc, comme dans le sport, je pense que c'est bien d'avoir des phases où tu vas très vite, tu fais beaucoup de sport, et puis il faut avoir un peu de jours de repos. Et donc, on essaie d'avoir des petits cycles, quoi. Tu vois, des cycles, ça bourre bien, et puis on ralentit un peu. Donc voilà. Après, moi, je veux tout vite. Hein. Donc ça a été aussi... j'ai 12 direct reports. J'ai construit la boîte vraiment avec un système support qui est très fort et qui, eux, toutes les personnes qui sont autour de moi, elles sont là parce qu'elles savent me dire non. Et ça a été un gros... tu vois, genre mon premier head of product, il me disait jamais non, il me disait oui, OK. Moi, je leur dis à tous, hein, quand je les recrute, je dis le plus gros red flag que tu peux me dire, c'est si tu me sors, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Si un de mes direct reports me dit ça, je dis pas dans ce cas-là, tu sers à rien, quoi. Enfin, je veux dire, je t'ai pas embauché pour que tu me dises comment faire ton métier. Et donc ça, c'était important pour moi d'avoir une équipe autour de moi solide sur ses appuis et qui sache dire non, Max, ça sera pas demain, ça sera dans 2 mois. On a dit qu'on ferait ça dans 2 mois, on tient la roadmap, tu vois, des trucs comme ça. Je pense que c'est important. Parce qu'en fait, le problème du CEO, c'est que quoi que tu fasses, tu as cette image de CEO et les gens, ils pensent que t'es Dieu sur terre dans le sens, Max, il a dit, il faut qu'on le fasse, quoi. Et quand ma VP, elle est arrivée, elle entendait des phrases comme ça. Elle fait, mais on s'en fout que Max, il a dit. Produit, c'est moi, les gars, d'accord ? Donc, c'est pas parce que Maxime, il dit, ça doit passer par moi. C'est moi qui décide, c'est moi qui tiens la roadmap. Et les gens, ils sont là, putain, et tout, waouh, balèze la meuf. Et donc, au début, t'es un peu énervé. Puis on dit, en fait, non, c'est pour ça que je l'ai recruté. Et conserver 12 direct reports, c'est justement pas un truc qui entretient cette relation qui ferait bypasser un peu les managers ? Parce que 12 reports, ça veut dire que tu
T'as pas que des profils de VP en direct report. J'ai Head of et VP ici. Ah si, ouais. Bah, j'ai fait l'inverse de mon ancienne boîte. Mon ancienne boîte, j'avais classique comme ex 5 personnes et tu vois la boîte à travers 5 personnes. Là, je vois la boîte à travers 12 personnes et je trouve que c'est clairement mieux. Okay. Et on a produit tech, on a les ops, on a customer support, on a trust and safety. Moi, j'ai des enjeux de protection de mes clients sur les trucs qui se passent. Ouais. On a marketing, on a data, head of data, on a énormément de data. Donc, en fait, j'ai ces 12 personnes et j'ai arrêté de faire des one-on-one. Maintenant, je fais que des meetings sur des sujets précis. Donc, par exemple, si dans la data, je pense à un truc qu'on devrait régler, c'est un workshop autour de ce problème à régler. Je prends la data, le produit et le marketing. On clôture le sujet et on arrête la réunion. Et donc, en fait, dans ma semaine, j'ai que des réunions sur des sujets et non plus des one-one. Et en fait, ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe, en vrai, tu vois. Parce qu'imagine, je sais pas, le classique, c'est de mettre le customer support sous ton mec en des opérations. Bah moi, quand je vois ma customer support, j'en apprends des belles et des vertes et des pas mûres. Hein. Et en fait, c'est painful, mais c'est bien, je trouve. Il faut garder ça, je pense. Et c'est l'exemple que je donne souvent, c'est Nvidia. Tu sais, quand on a 50 des direct reports. Ça, je savais pas. Ça, c'est un peu trop, mais 12, c'est gérable. Trop bien. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon, là. Toute la boîte, surtout sur les sujets produits, tech et un peu plus. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager pour finir l'épisode ? T'en as plein. J'en ai plein. Qu'est-ce que je pourrais dire comme anecdote sur le produit ? Ce que tu veux, vraiment. Voilà, la seule truc que j'ai posté hier sur le Slack de ma team qui m'a mis les larmes aux yeux il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai 2 parents qui ont souffert de solitude et qui souffrent toujours de solitude. Ouais. Mon père en a fait 4 des dîners et cette semaine, pour la première fois, ma mère en a fait un. Nice. Et donc, j'ai accompagné ma mère dans un restaurant et je l'ai vu rentrer dans le restaurant, s'asseoir. Donc, c'était une table, il n'y a que des nanas de son âge. T'as pas mangé avec elle, hein. Non, je me suis mis en terrasse et puis je l'ai regardé, rigoler et tout ça. Et ça m'a fait du bien à la fois en tant qu'entrepreneur de me dire qu'on fait un truc qui fait du sens quand même. Ouais. Puis en tant que fils, quoi. Tu vois, elle est sortie, elle m'a dit « Ah, c'est trop cool, et j'ai eu un match, j'ai une copine. » Tu vois. Et donc, ça fait du bien. Et à refaire ? Ouais, je pense, ouais. Trop cool. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu sur le podcast. Merci, trop sympa de t'avoir reçu pour le 78e podcast de ta vie. Et puis écoute, ouais, franchement, plein de bonnes choses pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un aperçu de TimeLife dans quelques mois. Avec plaisir. Ça va tellement vite que ce serait notre boîte. J'espère. À très vite, salut. Ciao.